Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci de votre présence aujourd'hui. Je vais très rapidement laisser la parole au professeur Henri Joyeux pour qu'on puisse démarrer cette conférence en collaboration avec lui. Je vais simplement, avant, nous présenter un petit peu, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore et qui ne seraient pas allés voir sur notre site. Donc, nous sommes la société Kiwi. Pour vous expliquer le concept vraiment très rapidement, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je vais déjà démarrer par une question, déjà. Je voudrais savoir à quand remonte la dernière fois où vous avez discuté avec un inconnu. À quand remonte la dernière fois ça en dit long. À quand remonte la dernière fois... Ah ça y est, tout le monde veut parler. À quand remonte même la dernière fois où vous avez abordé quelqu'un à une terrasse de café, même dans un parc, simplement juste pour discuter. Je vais prendre ce silence pour une approbation. Bien, nous, au sein de la société Kiwi, on a fait ce même constat. On s'est rendu compte qu'on était dans une ère très technologique. On a développé beaucoup d'outils de communication qui étaient censés nous aider à mieux communiquer, justement, et qui finalement nous ont aidés à être plus connectés. Alors, plutôt que de développer d'autres outils, une autre application encore plus technologique, on a voulu revenir à un basique, la parole, tout simplement. Le deuxième constat que l'on a fait, c'est que pour bien rencontrer, pour se sentir bien, il fallait déjà être bien dans son corps. Et là, vous allez voir que le parallèle est déjà tout trouvé. L'un des moyens pour se sentir bien dans son corps, évidemment, c'est de bien manger. Donc je ne vais pas m'étaler sur la nutrition, c'est pas du tout mon sujet. Je ne vais pas non plus m'étaler encore davantage sur le concept de l'entreprise. Je vais vous souhaiter une très bonne conférence. Pour vous expliquer un petit peu comment nous allons fonctionner, à la fin de la conférence, le professeur Henri Joyeux va vous donner la parole via un système de questions-réponses. On va vous faire passer des petites feuilles sur lesquelles vous allez pouvoir noter vos questions. Il faut que ça reste anonyme. Donc ne notez que votre âge, votre sexe et la question, et elles seront traitées en fin de conférence. Ensuite, donc, le professeur se prêtera à une séance de dédicace, et enfin on pourra tous prendre un verre ensemble dans le hall pour échanger sur ce sujet-là. Je vous souhaite une très bonne fin de conférence. Bien, bonsoir à tous et à toutes. Nous allons faire quelques randonnées intérieures. Et vous avez remarqué que je suis accompagné par ma moitié. Et je me posais récemment la question, comment se fait-il que depuis 42 ans qu'elle me supporte, elle n'est pas foutue de camp. Et j'ai trouvé un petit élément de réponse, et probablement plusieurs, mais il y en a au moins un, c'est que quand je ne comprends pas quelque chose, elle comprend. Donc c'est vachement utile. Et l'inverse est vrai aussi. Voilà, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas quitter. Alors, ce qui est certain, c'est que nous vivons dans une société où on entend parler, et puis on voit, on visualise du burn-out. Des gens qui ne sont pas bien, et pourtant on a l'impression qu'ils ont tout pour être heureux. Ils ont du pognon, ils ont de belles bagnoles, ils ont des écrans fabuleux, ils ont des portables dernier modèle, et ça ne va pas. Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans notre société qui fait qu'au fond, nous sommes en recherche
que si ça ne va pas, ça veut dire qu'on cherche quelque chose qui fait que ça aille mieux. Et ça n'est pas simplement dans le fait qu'on cherche quelqu'un avec qui prendre un verre, aller faire du sport, ou aller dialoguer, aller discuter, mais on cherche à aller plus profondément. Seulement, pour ça, c'est vrai qu'on se cherche souvent. C'est-à-dire qui je suis, d'où je viens, où je vais. On a tous des blessures, tous, petites ou grandes. Et ces blessures, parfois, ce sont des échardes dans notre corps, dans notre être, qui reviennent en boucle quand ça ne va pas. Et je considère que très souvent, nous fonctionnons sans nous en rendre compte de manière réflexe. Alors, qu'est-ce qu'un réflexe? Si je mets mon genou qui pend ici, là, sur la table, et que je vais chez un neurologue, il cherche mon réflexe rotulien. Je ne sais pas ce qu'il cherche. Il prend un petit marteau réflexe, il tape sur ma rotule, et ma jambe avance. Et il dit, ce patient a un bon réflexe rotulien. Mais si je sais qu'il cherche le réflexe rotulien et que je ne veux pas qu'il le trouve, je contracte mon quadriceps, il n'a pas de réflexe rotulien. Ça veut dire qu'il y a des réflexes que nous pouvons contrôler. Alors, quels sont les 3 réflexes dans notre vie qui sont des réflexes de vie? C'est-à-dire qui sont absolument vitaux face à du stress, face à de l'angoisse. Je vais prendre le curseur du stress, le curseur de l'angoisse, et je vais aller du plus petit au plus grand. Plus petit. Il est minuit, le tabagique, il lui faut une clope. Il prend sa bagnole, il traverse la ville, il va acheter un paquet de clopes. Petit stress, mais il a besoin de sa clope. Le plus grand stress, c'est je suis sur l'autoroute en famille, femme, les enfants, tout va bien. Puis tout d'un coup, il y a un camion qui arrive en face à la même vitesse que moi. Et il se bloque à 1 mm de ma bagnole. Qu'est-ce qui se passe? On est tous blêmes. On sort peut-être de la voiture. On s'embrasse. On va prendre une mousse, on va prendre un gâteau. On a vécu quelque chose, un stress monumental. On a des neuromédiateurs qui se sont totalement affolés dans notre tête. Et on est en vie. On va boire un coup, on va manger, on va se faire un petit cadeau. Quand on réfléchit bien face aux angoisses de notre vie, les 3 réflexes, ceux qui font du marketing, ils les connaissent. Et ils nous exploitent. Comment vont-ils nous exploiter? Pour vivre, on a besoin de manger. Alimentation. Pour vivre, on a besoin de pognon. Il faut acheter le pain. Argent. Pour vivre, on a besoin d'amour. On a besoin d'être reconnu dans notre boulot, dans notre famille, dans notre entourage. On a besoin d'aimer et d'être aimé. Je peux aimer un objet, cet objet, il n'en a rien à foutre de moi. Par contre, quand il s'agit d'une personne, j'ai besoin de recevoir de la reconnaissance ou de l'amour de l'autre. Et quand vous allez aux États-Unis, vous voyez énormément de gens qui ont des animaux. J'ai un chat, j'ai un chien, j'ai un lapin. Aux États-Unis, vous ne pouvez pas manger du lapin. Hein. C'est un animal de compagnie. Donc, ces 3 réflexes, on va essayer de les analyser parce que c'est au fond prendre soin de soi qui va être la clé de ce que je veux vivre pour aller vers l'autre. Parce que moi, ça ne me suffit pas. Moi, je ne me suffis pas. Personne ne se suffit à lui-même. Alors, l'alimentation, là aussi, on va prendre 2 excès. Anorexie mentale,
la jeune fille de 13 ans, de 12 ans, elle ne veut pas devenir jeune femme. Elle va tout faire pour fermer le fonctionnement de son corps. Pas de cycle. Elle bloque ses ovaires avec ça et avec sa bouffe. Elle mange, mais elle le rejette. On en voit de plus en plus. Et je me souviens de l'une d'entre elles que je voyais parce que je suis branché sur la nutrition. Elle était donc venue me consulter. Elle s'en est très bien sortie. Et ce qui m'a le plus intéressé, c'est que lorsque je l'ai revue plus tard, mariée avec enfant, je lui ai dit, mais Laetitia, qu'est-ce que j'ai fait pour vous aider? Vous dites que je vous ai aidé à sortir de cela. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle m'a dit, vous avez été le seul médecin à ne pas me parler d'alimentation. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, ça vous passera quand vous serez amoureuse. C'est ce qu'elle a retenu. Et c'est probablement ce que je lui ai dit. En effet, son trouble, il était lié à des blessures de l'enfance, des blessures familiales, lourdes, très lourdes. Elle s'en est parfaitement sortie. Anorexie, de l'autre côté, vous avez la boulimie. La boulimie, c'est l'obésité. Je me caresse mon estomac. Comme je ne peux pas me caresser mon sexe parce que c'est plus ou moins interdit, c'est plus ou moins ceci, c'est plus ou moins dangereux, alors je me caresse l'estomac. Du sucre, du chocolat, Coca-Cola, des pâtes. Donc, du pain. Je bouffe. Et je sais que c'est pas bien ce que je fais, mais c'est plus fort que moi. De la même façon que celle qui se fait vomir dans l'anorexie le sait parfaitement, mais c'est plus fort qu'elle. Elle n'arrive pas. Alors elle va à l'hosto, on lui faut le tube, on la garde, on la sépare de ses parents parce que c'est la faute à ses parents, enfin, tas de conneries. On fait venir un psy jusqu'au jour où c'est la cata, soit elle va mourir, soit elle va se suicider. Je me souviens d'une jeune fille qui était complètement perturbée, il y a de quoi. Elle était sortie avec un gars, elle avait 17-18 ans au lycée. Puis le gars avait rompu, ou elle avait rompu, peu importe. Il s'est suicidé en se jetant d'un pont, le téléphone allumé, en l'appelant. Je me jette du pont. Elle a tout entendu. Vous imaginez ce que ça peut faire dans son citron. Donc, les excès dans l'alimentation. Ensuite, après l'alimentation, il y a l'argent. On n'a jamais vu autant de familles en France surendettées. C'est quoi? Il n'y a pas de pognon, on achète quand même. Ou alors, quand on a beaucoup de pognon, on s'offre des cadeaux pour se faire plaisir. Je le vaux bien, puisque L'Oréal a dit, il y a une pub, vous connaissez. Alors, si on ne s'offre pas des cadeaux, on va faire des cadeaux aux autres. Parce que si je te fais des cadeaux, tu m'aimeras. Tu m'aimeras. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ta reconnaissance. Et puis, dans l'amour, il y a évidemment la sexualité. Et la sexualité, c'est un sujet absolument majeur dans notre société, car dans le domaine de la sexualité, notre société est à l'âge de l'adolescence. Qu'est-ce que c'est l'âge de l'adolescence? Je me caresse les oreilles, ça ne fait rien. Je me caresse les zones intimes, ça bouge. Pour les hommes, et ça fait des choses pour les dames. Et même ça peut apaiser. Mais on a culpabilisé sur le sujet, et puis on n'a plus culpabilisé, on a dit, allez, vas-y donc. On a même vendu des produits spéciaux, des toys sex, tout ça. Envoyez-vous en l'air, fantasmez, c'est beaucoup mieux que de prendre un mec ou de prendre une nana, du n'importe quoi. Et donc on est rentré dans de véritables pathologies, mais des pathologies qui nous déglinguent au plus profond de notre être. Donc, alimentation, amour, argent, réflexe de vie, j'ai besoin de m'alimenter, j'ai besoin de pognon et j'ai besoin d'amour.
Alors comment faire pour arriver à sortir de ces cercles vicieux, de ces réflexes? Première chose, les comprendre. Pourquoi je ne suis pas bien? Où est-ce que ça ne va pas en moi? Il ne s'agit pas de faire une introspection, je dirais, qui va aggraver la situation. Il faut trouver de l'humour. Et l'humour, il est cousin germain de l'amour. À partir du moment où je vais avoir de l'humour sur moi, où je vais essayer de traiter quelque chose qui est un stress plus ou moins important, en le traitant de manière humoristique, en essayant de rire à la fois sur moi ou sur ceux qu'on cherche à m'imposer, à partir du moment où je fais ça, je vais me mettre à distance. Me mettre à distance. Alors sur le domaine de aimer, c'est très curieux parce que dans ma vie personnelle, dans notre vie à tous les deux, parlons beaucoup, il y a des choses qui nous tombent dessus quand nous en avons besoin. C'est très curieux ça. Récemment, j'ai écouté un philosophe dans une conférence que nous donnions à Genève, on était tout un groupe, un philosophe qui nous a donné une conférence sur un bouquin qu'il a sorti, que je suis en train de dévorer, La soif de l'essentiel. La soif de l'essentiel de Reza Moghadissi. C'est un gars dont le papa est d'origine iranienne et la maman est d'origine française. Normande. Hein. Et ce gars-là, il m'a impressionné de simplicité, d'humour, de profondeur, de réalisme, de sérénité. Et il a, tu vas le lire, une petite phrase pour démarrer, tu liras la suivante, moi je vais lire la première. Qu'est-ce que c'est aimer? Il dit, aimer, c'est chercher en soi ce qu'il y a de plus noble et à offrir. Enlever les masques, cesser les jeux. Entrer dans l'intime est une mission plus qu'une action, car la nudité des corps est un appel à une nudité des cœurs. Et quand je passe dans les lycées, dans les collèges, puisque je donne des conférences entre le CP, ou ce que j'appelle Mathsup, maternelle supérieure, et puis les derniers Mathsup, Mathspécan, Hippocan, le titre de mes conférences c'est SAS. C'est pas Sex After Service, non. C'est santé, amour, sexualité. Et quand je revois des jeunes plus tard qui sont mariés ou qui ne sont pas encore mariés ou qui sont... Ils me disent, mais je vous ai écouté, je dis d'accord, mais vous m'avez écouté, qu'est-ce que vous avez retenu? Ils me sortent les deux phrases les plus fréquentes qui me ressortent, c'est, vous avez dit, l'amour, c'est pas un sexe qui cherche un autre sexe, c'est un cœur qui cherche un autre cœur. Trouver un autre sexe, il n'y a rien de plus simple. Rien de plus simple. Trouver un autre cœur, c'est une autre affaire. C'est beaucoup plus difficile. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à la capter, la petite. Elle dit qu'elle m'a fait attendre quelques mois, c'est pas vrai, c'était très long. Il a fallu tourner autour. Moi, j'étais sûr de moi. Elle n'était pas sûre, c'est pas bon ça. Et finalement, c'est très curieux parce que je pense que la façon dont nous nous sommes trouvés est au-delà de nous-mêmes. Est au-delà de nous-mêmes. C'est quelque chose qui est nettement... Ça touche à la transcendance sans qu'on puisse l'expliquer. Et c'est pour ça que, à un moment, nous étions à Paris, on a passé 5 ans à Paris, et puis des jeunes, un peu plus jeunes que vous, sont venus nous voir en nous disant, voilà, on aimerait que vous nous parliez de l'amour, mais sans jamais mettre de la morale, sans jamais mettre de la spiritualité. Et si, quand vous nous parlez, vous nous sortez des phrases ou des mots, de la morale, de la spiritualité, chaque fois on lèvera la main, ça ne va pas. Bon, ça a été un gros travail de présenter tout ça, et ce qui nous a permis ensuite, après toutes ces réflexions, de sortir ce livre qui s'appelle « Construisez votre amour, il est si fragile. » Fragile.
Parce qu'une autre phrase qui touche les jeunes, c'est l'amour, c'est une construction. Mais nous ajoutons qui demande du temps. Vous pouvez détruire un mur en 5 minutes, une piole en 5 minutes, un immeuble en 5 minutes. Mais le construire, c'est autre chose. Et donc, c'est un problème, au fond, de fondation. La tour Montparnasse, elle monte à 300 mètres de hauteur. J'ai rencontré un jour un enfant dont le papa avait été architecte. Je lui ai dit, tu demanderas à ton père à combien elle descend la tour Montparnasse avant de monter à 300 mètres. Quasiment autant de mètres, 250 mètres de profondeur pour monter à 300 mètres de hauteur. Or, quand on fait les fondations, c'est pas très joli. C'est emmerdant. Donc, il faut connaître nos fondations. Elles sont tout à fait variables d'une personne à l'autre. On n'imagine pas le nombre de problèmes qu'il peut y avoir dans les familles aujourd'hui et qui sont ressortis par les gens qui vont accuser leur père, leur mère, leurs grands-parents, tout ça. Mais merde! Arrêtons de nous retourner sans arrêt en arrière que sur les choses qui ne vont pas. Essayons de voir que même dans les choses qui n'ont pas été peut-être correctement gérées, vécues ou autres, il y a peut-être du positif. Il y a peut-être du positif. Alors, essayons de rentrer un peu plus dans le vif du sujet de ce que nous sommes. Nous sommes un être humain. Et il y a autour de l'an 2000, donc ça fait à peu près 17, 18, 20 ans, j'ai fait un travail avec des personnes en fin de vie. C'est-à-dire qu'il y avait entre 1 mois et 3 mois de vie devant eux, pour nous, médecins, la plupart atteints de cancer. Il y avait des patients qui étaient des patients que je suivais, que je connaissais bien, et puis d'autres que je ne suivais pas, mais que des collègues m'ont confié pour aller simplement travailler avec eux en enlevant ma blouse et en disant, voilà, je ne suis plus docteur, professeur, je suis Henri Joyeux, un simple humain, qui veut savoir comment vous envisagez la vie, vous qui savez que le temps qui vous reste est bref. Et c'est très intéressant de parler avec ces personnes-là, quand on a dépassé là, mais docteur, vous le savez, vous êtes médecin, etc. Non, comment vous pensez, vous, que ça fonctionne un être humain? Et ils vous disent quoi? Un, il y a le corps. Ils savent comment ça marche parce qu'ils ont perdu telle ou telle fonction. Si vous voulez savoir à quoi sert votre jambe quand vous voyez cette image qui vient de passer, mettez-la dans un plâtre. Vous allez voir ce que vous ne pouvez plus faire. Lorsque j'ai ma main droite dans le plâtre, que je suis droitier, pour écrire, il faut que je me démerde avec ma main gauche. C'est un livre assez magnifique de André Glucksmann qui m'avait beaucoup impressionné par son titre. Son titre m'a accroché, m'a énervé. Je vois ça dans une devanture de librairie, le 11e commandement. Je dis, qu'est-ce que c'est ce con? 11e, il y en a 10, il nous en ajoute un, c'est quoi? Et du coup, je prends le bouquin pour savoir c'est quoi. Et son 11e commandement, il est génial. C'est savoir ma faiblesse. Savoir que je suis capable de faire les pires choses. Et c'est parce que je sais que je suis capable de faire les pires choses que je ne vais pas les faire. C'est l'humilité. C'est génial comme perspective. Eh bien, dans notre corps, lorsque nous avons telle ou telle partie de notre corps qui ne va pas bien, et qu'on sait que parce que le foie est atteint, parce que le poumon, etc., qu'on va perdre la vie, on se rend compte de combien c'est bon de pouvoir respirer, combien c'est bon de pouvoir bien manger, combien c'est bon de pouvoir être dans bonne santé. Et on ne se rend pas compte du bonheur qu'on a d'être en bonne santé dans une société où on est en surnombre dans les maladies auto-immunes, dans les problèmes de cancer du sein, de la prostate, du côlon, du rectum. On peut passer tous les organes, tous sans exception. Et donc, face à tout ça, la personne en bonne santé de son corps ne s'en rend pas compte. Elle ne remercie pas son propre corps de bien fonctionner, ses propres cellules de bien fonctionner. Alors, deuxième partie, il vous dit, il y a là le psy, la tête,
qui fait réfléchir. Non, d'accord. Et puis, je me souviens d'une grand-mère qui me disait, docteur, plus important que le psychisme, c'est le cœur. Et elle me disait, regardez sur les murs de ma chambre, il y avait des tas de petits dessins de ces petits-enfants, avec des petits cœurs, mamie, on pense à toi, quand est-ce que tu reviens, tout ça, on ne t'oublie pas. Bon, partie affective. Et la partie affective est très proche chez les gens jeunes, et même à un âge avancé de la sexualité. Je me souviens d'un grand philosophe dont l'élève que je connaissais bien m'avait interrogé sur la sexualité. Il lui disait, maître, le sexe à 20 ans c'est important. Bien sûr. À 30, bien sûr. 40, bien sûr. 70, bien sûr. 80, bien sûr. Toujours la même réponse, jusqu'à 100 ans. C'était bien sûr. Oui, la sexualité est hyper importante. Mais le problème sur la sexualité, c'est que on s'est un peu planté. Alors j'ai essayé de réfléchir, nous avons essayé de réfléchir. Comment se fait-il que sur le problème de la sexualité et de l'amour, qui sont extrêmement proches, on se soit autant planté? D'où ça vient? Quand on regarde toute l'évolution de la psychologie profonde de l'être humain, on voit qu'il y a eu de très grands changements, grosso modo, à la fin du XIXe siècle. Quand un génie est arrivé, et comme toujours un génie, ça peut dire des choses géniales et des conneries. Il s'appelle Sigmund Freud. Alors je vais donner une image pour bien faire comprendre. Sigmund Freud, il est jeune médecin en Autriche-Hongrie, à Vienne. Il a du pognon. Il est diplômé de neurologie. La psychiatrie n'existe pas. Mais il vient voir le pape dans sa spécialité qui est à Paris, qui s'appelle Jean-Martin Charcot. Charcot a 50 ans, il est au sommet de sa carrière. Freud est un jeune de 25-30. Il vient voir le maître et il lui dit, maître, confiez-moi un sujet, mais vraiment un beau sujet. Je suis un gros bosseur, je vous tiendrai au courant et tout. Et l'autre lui dit, là c'est une métaphore, tenez, sur mon étagère, là, il y a une cocotte minute. Méfiez-vous, c'est sous pression, je vous la confie. Là-dedans, il y a le cœur et le sexe humain depuis le début de l'humanité, de l'enfant, de l'ado, de l'adulte, du vieillard, de l'homme, de la femme. On n'y comprend que dalle. Et Freud prend ça, très heureux que le maître lui confie un tel sujet. Il n'a pas entendu un petit mot, méfiez-vous, c'est sous pression. Pressé, il défie la cocotte, ça lui explose à la gueule, et il va passer sa vie à genoux à ramasser des morceaux pour faire le puzzle de quoi? Ce qui est juste au-dessous du couvercle, le sexe. Et il va dire, le sexe, c'est vachement important. Mais il n'a pas le temps, parce qu'il meurt trop tôt, en 1939, de la morphine et des drogues cocaïne qu'il prenait. Il n'a pas le temps de revenir au fond de la cocotte, où il y a, comme l'huile et l'eau, l'huile en superficie, l'eau en profondeur, il y a le cœur humain. Et comme il a dit, le sexe c'est hyper important, et que tous ces acolytes et tous ces élèves ont dit, mais ouais, le sexe c'est vachement important, non, on n'y comprend que dalle, c'est tabou, ceci, cela. Eh bien oui, le tabou il est sorti, on a pu en parler. On a pu en parler. Alors on a dit, c'est le père, c'est le type, c'est ci, c'est ça. Encore ce matin, on me disait, souvenez-vous, le petit Hans, qui prend un coup de pied de cheval. Il est enfant, lui je prends un coup de pied de cheval dans le ventre. Après, les chevaux, il en a peur. Mais Freud a dit, non, 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 c'est pas ça. C'est pas le cheval, c'est son père. Il a un problème avec son père. Non, pas de problème avec son père. Le problème, le cheval. C'est tout. Moi, j'ai failli me faire mordre par les chiens quand j'étais gosse. Il m'a attrapé le pantalon. Oh, chaque fois que je vois un chien, je suis brave. Mais à cause du chien, c'est pas mon papa. Rien à voir. Mais c'est vrai que le sexe reste un sujet majeur. Mais le problème de la sexualité, c'est que c'est extrêmement puissant. Il y a des appels très forts.
il y a des véritables pulsions. Pulsions. C'est pas parce que je parlais à un homme de 25 ans qui trouve une nana dans le métro, ça m'est arrivé de voir un gars comme ça. Il m'a dit, moi un jour, j'ai vu une fille dans le métro. Je dis, pour moi, face, profil, trois quarts, je la veux ce soir. Face, profil, trois quarts, il l'a eu. Il l'a eu. Oui, tu as bien fait de me faire attendre. D'ailleurs, Fred le dit, il faut toujours faire attendre. Il dit, là, c'est juste de me faire attendre. Bon, il l'a eu, c'était un cata, bien sûr. Bon, il a passé une nuit torride, d'accord, mais bon, s'il y avait plus, c'était dans le métro. Enfin, c'est du n'importe quoi. Et donc, le problème de ces pulsions, c'est que, bon, mais d'accord, on en a des pulsions, mais merde, on n'est pas des animaux. Ça peut un peu se gérer, ça peut un peu se réfléchir. Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je cherche? Alors, je cherche peut-être à obtenir que mon corps soit câliné, tout ce qu'on voudra, on peut tout imaginer, jusqu'à ce que je puisse m'apaiser parce que j'ai libéré ceci, j'ai libéré cela. C'est vrai pour le masculin, c'est vrai pour le féminin. Mais attendez, on peut aller un peu plus loin que ça quand même. Un petit peu plus loin. Mais le problème, c'est que on nous fait croire que l'amour, sans un sexe torride, matin, midi et soir, c'est pas de l'amour. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Ce qui fait que dans notre société, nous sommes dans le domaine de la sexualité, pour moi, au stade simplement adolescent, c'est-à-dire masturbatoire. On est au stade adolescent dans la sexualité, dans notre société. On n'est pas passé au-dessus. Ça va venir, c'est en train d'arriver. Pourquoi? Parce que toutes les erreurs de la sexualité que nous voyons aujourd'hui, ben les gens, ils se les mordent. Ils disent, oh merde, quelle connerie j'ai fait. Alors il y a des fois où c'est récupérable, il y en a d'autres où ça l'est moins. Vous voyez encore récemment un jeune de 30 ans qui me dit, j'ai attrapé le sida, je prends des cachetons comme ça, j'en ai ras-le-bol, tu ne peux pas me donner des conseils nutritionnels pour éviter de prendre tout ça et que ça aille mieux. Il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, un gars arrive de Paris, il me dit j'ai le sida, je dis mais pourquoi vous venez me voir en consultation? Moi je suis chirurgien du cancer. Il dit non, je veux avoir vos conseils. Bon, je dis montrez-moi le dossier. Alors je vois le dossier, je vois qu'effectivement il a un taux de virus du sida qui est élevé dans son sang, puis je tourne les pages, puis je vois que 6 mois plus tard, il a un taux qui est pratiquement réduit des 3 quarts, il en reste, mais 3 quarts en moins. Je dis c'est formidable, montrez-moi le traitement. Alors je vois le traitement fait à Cochin, à Paris, tout ça. Ben, je dis le traitement est vachement efficace. Il me dit mais je ne l'ai pas fait. Vous leur avez dit quoi à Cochin? Je dis que je l'avais fait. Je dis mais alors vous avez été coché, vous avez fait le traitement? Il me dit ouais. Je dis mais pourquoi vous venez me voir? Et là il sort de son cartable, de son sac, mon bouquin sur la nutrition avec des tailles petites, jaune, rouge, vert pour me poser des questions, puis un autre sur les abeilles et le chirurgien pour me dire que la propolis vous en pensez quoi, et la gelée royale vous en pensez quoi, et ceci et cela. On a discuté pendant 1 heure. Ensuite, il m'a envoyé par mail, je dis c'est pas la peine que je vois mon copain qui vienne me voir, que je puisse leur donner des conseils par téléphone ou par mail, c'est pas la peine qu'il se déplace. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a stimulé son immunité en changeant ses habitudes alimentaires. Plutôt que de prendre des cachetons qui coûtent, le gars qui m'écrivait il y a quelques jours, il me disait je coûte 1 500 € à la Sécu tous les mois. Bon, il n'est pas question de ne pas lui donner les traitements s'il veut les prendre. Mais ça veut dire aussi que nous sommes dans une société où on veut tout médicalisé. Vous avez du surpoids, on va vous donner un bidule. Vous avez du sous-poids, on va vous donner des comprimés. Vous avez un petit peu d'anxiété, anxiolytique. Un peu de déprime, vous allez prendre quelque chose. Anxiolytique, antidépresseur, somnifère. Vous ne dormez pas bien, vous existez en boucle. Prenez Noctran, Stilnox, joli Stilnox. Ça y est, maintenant on sait que c'est un stupéfiant. Ils ont gagné des milliards, les mecs qui ont fait ça. Des milliards. Vous allez à la pharmacie, prenez votre petit Stilnox. C'est bon, maintenant il faut une ordonnance tout à fait spéciale. Bon. Donc on est dans une société où on va tout médicaliser. Et ça, c'est totalement excessif. Je ne suis pas contre la médecine traditionnelle, je suis chirurgien, je sais quand est-ce qu'il faut opérer, pas opérer, je suis biothérapeute. Tiens, ce matin, un monsieur il a une prostate à 100 cm3. Bon, s'il était en face de moi, je lui dirais, monsieur, bon, je suis sûr que vous aimez les produits laitiers, hein, j'adore. Ben oui, mais c'est normal, puisque vous adorez, vous avez une prostate de veau. 100 cm3, normalement c'est 40, 30 à 40. Donc le mec, voilà, alors
il est gêné pour pisser, il se lève la nuit, etc. Bon. Et puis maintenant, on lui a trouvé les cellules cancéreuses. Donc il est allé voir un type, la semaine prochaine, il se fait opérer. Je lui ai dit, vous ne faites pas opérer, vous allez vous pisser dessus. Vous ne faites pas opérer. Ah oui, mais il va me le faire au robot. Il va me conserver les nerfs. Les nerfs, ils sont invisibles, c'est des conneries. Votre zézette, elle va traîner par terre. Il n'y a pas très longtemps, j'en vois un, il arrive, tout ça. Lui, il me baisse le pantalon, il avait une aubergine. Qu'est-ce qu'il avait piqué son zizi pour essayer de le faire se lever, le pauvre. Parce qu'il avait été opéré, alors maintenant on vous donne des trucs, du Cialis, du Viagra, du machin, tout ça. C'est n'importe quoi. Si, c'est ça, c'est business, c'est que ça. Alors, ce qui est intéressant, me semble-t-il, dans ce que Kiwi essaie de réfléchir, et c'est ça qui m'a, je veux dire, interloqué, qui m'a posé la question. Je dis, qu'est-ce que c'est le Kiwi, c'est quoi ça? Alors, c'est pas joli à l'extérieur, c'est joli à l'intérieur. Donc, c'est vrai que c'est l'intérieur de la personne qui est intéressante. C'est notre intérieur. Comment nous le nourrissons, cet intérieur? On nourrit le corps, d'accord? On nourrit notre esprit. La télé qui nous raconte des conneries. Ensuite, on essaie de nourrir notre affectivité. Alors, quand on ne trouve pas, ben, on va prendre un chat. Bon. Alors, c'est vrai que le chat, je raconte tout ça aux jeunes, quand je suis au lycée, vous rentrez à la maison, vous avez le chat, vous le mettez sur les genoux, miaou, minou. Tout d'un coup, il vous pisse dessus. Salaud! Ça veut dire que vous aimez que le chat, il vous renvoie de l'amour. En faisant miaou, d'accord? Si vous pissez dessus, ça va pas, quoi. Bon, eh bien, c'est ça. C'est que nous avons besoin, le verbe aimer, c'est un verbe en mouvement. J'aime et je suis aimé. Mais l'amour, c'est une construction. C'est pas simplement, je te regarde dans le blanc des yeux, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir la cornée de l'autre qui se réfléchit. C'est tout. Comme dit Saint-Texte, c'est regarder ensemble dans la même direction. Voilà. C'est faire des choses ensemble. Et l'immense chance que j'ai eu, là je le dis d'une manière égoïste, c'est qu'elle m'a pigé. Elle a pigé assez vite. Et moi je l'ai pigé aussi. Parce que qu'est-ce qui me plaisait en elle? Ce qui me plaisait, c'était sa délicatesse. Elle n'était pas muette. Elle n'avait pas les tortues du nez, quoi. Mais, ouais, parce que je parlais beaucoup, c'est ce qu'elle dit. Mais, non, mais c'est que j'avais des choses à dire. Bon, non, mais on cherche dans l'autre, pas nécessairement soi-même. Et puis, il ne s'agit pas de vouloir que l'autre soit comme on veut qu'il soit. Voilà. Et le jour où je lui ai montré qu'il y avait une publication qui disait que les femmes avaient besoin d'une heure de sommeil de plus que les hommes, qu'est-ce qu'elle était contente? Elle a dit, ça y est, il m'a compris. Parce que c'est vrai que parfois, ça m'énervait. Moi, j'étais déjà debout, elle n'était pas encore debout. Il faut la laisser dormir. Et puis, quand vous commencez à aimer les défauts de l'autre, ça, c'est l'amour. Ce que vous avez considéré comme le défaut à un moment de votre existence, et vous dites, non, mais maintenant, j'aime ça. J'aime ça. Donc, nous avons... Donc, ça veut dire que nous avons notre corps, nous avons notre esprit, nous avons affectivité, sexualité, et nous avons la dernière partie dont on n'ose jamais parler. Et alors les malades, c'est assez intéressant parce que les malades, ils n'aiment pas le mot âme. Ça a une résonance pour le patient trop chrétienne, lequel patient n'accepte pas qu'il puisse y avoir un Dieu qui leur donne le cancer, la maladie, et qui leur enlève la vie sitôt, ce qu'on peut parfaitement comprendre. Et donc ils utilisent d'autres mots. Je me souviens de l'un d'entre eux qui me disait, vous êtes, l'être humain c'est comme une chaise, il faut nourrir les 4 pieds de sa chaise. Je pensais que j'étais mal assis sur ma chaise. En réalité, il m'expliquait que pour être bien assis sur une chaise à 4, ben, il faut qu'il y ait un équilibre entre ces 4 pieds. Donc il faut nourrir son corps, il faut nourrir son esprit, il faut nourrir son cœur, l'activité. Il faut nourrir aussi la fine pointe de l'être. Fine pointe de l'être. Alors quand on regarde un peu dans l'histoire, on se rend compte qu'un type comme René Descartes, pour être cartésien, il avait trouvé le centre de l'âme. Il a dit l'âme, dans l'être humain, c'est là. Il s'est planté, mais pas tellement quand même. Il a dit c'est la glande édifice ou glande pinéale.
Et cette glande pinéale qui mesure comme un pignon, pas plus de 8 mm de hauteur, 3 mm de petite épaisseur, c'est effectivement une glande dans laquelle on vient de découvrir les 3 hormones qui régulent la veille et le sommeil. En ce moment, vous êtes en train d'avoir une glande pinéale qui fabrique du 6-méthoxyharmalan, peu importe le nom, l'hormone de la cognition. Et puis quand il va arriver 22 heures, vous allez avoir une baisse de la fabrication de votre hormone de la cognition pour fabriquer de la valentonine, qui est l'hormone du sommeil, pour que pendant 8 heures, vous soyez tranquille. Et la mélatonine, elle est avant, pour vous nettoyer, pour vous désoxyder vos neurones qui sont fatigués par une journée où vous avez reçu trop d'informations. À Orly ce matin, on se lève, Orly, ça a tiré. Qu'est-ce qui s'est passé à Orly? Est-ce que j'ai pas un fiston qui est à Orly ce matin? Est-ce qu'il y a des morts? Est-ce que ça a explosé? Bon, déjà, la journée, ça commence par un stress. On ne sait pas ce que ce soir, on va nous dire. Donc, on a besoin de désoxyder nos neurones, c'est-à-dire que notre pinéale, notre glande pinéale est capable de fabriquer ce que Descartes appelait le centre de l'âme. Il est capable de fabriquer cette petite mélatonine qui va circuler dans tout mon corps, qui va me désoxyder mes neurones pour me préparer au sommeil paisible. Car quand je sors d'un sommeil naturel fabriqué par ma glande pinéale, je sors reposé. Quand je sors d'un sommeil sous Stilnox, sous toute autre drogue, je sors d'un sommeil anesthésique. Et quand on sort d'une intervention chirurgicale, on ne sait pas très bien où on est. Quoi. On est un peu dans le coltard, dans les nuages. Donc, la fine pointe de notre être aussi, est-ce que nous la nourrissons? Est-ce que nous la nourrissons? Alors, évidemment, il y a des gens qui vont dire, ah là, vous parlez spiritualité. Oui. C'est quoi spiritualité? Ah, c'est religion. Non, la religion, j'en veux pas. Non, mais attendez, le mot religion, il veut dire relier. Il y a une religion qui s'appelle l'agnosticisme, une autre qui s'appelle l'athéisme, une autre qui s'appelle le christianisme, une autre qui s'appelle l'islam, une autre qui s'appelle le bouddhisme, etc. Ça, c'est ce qui relie des gens. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir, moi ça m'intéresse de savoir, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu es agnostique, athée, soufi, sunnite, chiite? Ça m'intéresse, ça me passionne. Donc, nous avons besoin aussi de nourrir la fine pointe de notre être. Et pour le nourrir, il faut encore aller chercher des bouquins de qualité, ou il faut aller chercher des émissions de qualité. C'est vrai qu'il y en a. Je me souviens d'un jour, nous étions ensemble avec les enfants au Grand Saint-Bernard. Nous étions allés voir un ami de notre fils qui était séminariste, pas notre fils mais son ami. Et il y avait là un handicapé qui marchait longtemps. Et alors on est allé balader parce qu'il y avait un peu de soleil, c'était sympa. Et puis un peu par gentillesse, par charité, j'ai pris l'handicapé au bras, parce que je dis, il va se casser la gueule avec cailloux. Il s'appelle Alexandre Jolien. Je pensais qu'il était aussi débile de là que sur ses membres. Et puis quand il commence à me parler, il commence à me parler de Spinoza. Je connaissais un peu Spinoza, mais il connaissait ça de Spinoza, lui il connaissait ça. Il me sort Socrate, etc. Bon bref, on se rend compte que ce type, mais il est fabuleux au niveau de la philosophie. Mais il ne peut pas rentrer à l'université. Bref, on lui offre tout ce qu'il faut pour qu'il rentre à l'université. Finalement, il est rentré, maintenant il est philosophe, il est en Corée, il est marié, il a des enfants. Un jour, il me dit, oh, je suis homosexuel. Pourquoi tu me dis que tu es homosexuel? Il me dit, parce que quand j'étais là-bas avec mes professeurs dans le centre de débiles, où il y avait des jeunes totalement débiles, il me dit, moi je les comprenais, parce qu'à la façon dont on dit que comme ça, je savais ce qu'il voulait dire. Tandis que les professeurs, ils n'avaient rien à foutre. J'ai dit, pourquoi tu me dis que tu es homosexuel? Il me dit, parce qu'il y a un des professeurs qui m'a embrassé sur la bouche. C'est tout. Ben oui, donc je suis homosexuel. Oui, j'ai trouvé que c'était sympa. Ah bon, tu as trouvé que le professeur était sympa pour le baiser sur la bouche? Il est marié, il a 3 enfants. Il suffit de lui expliquer. Il faut lui expliquer. Surtout, mais ça ne fait pas expliquer. Nous vivons dans une société où on ne vous explique pas comment fonctionner. Je me souviens un jour d'un père de famille qui m'envoie son fils qui avait tenté de se suicider, terminal. Alors je vois le papa d'abord, costume 3 pièces, magnifique. Je dis, mais pourquoi vous pensez que votre fils s'est suicidé avant que je le voie? Je dis, j'en sais rien, mais il n'est pas bien. Ah ben oui, c'est sûr qu'il n'est pas bien. Alors je le vois, le jeune, et je lui dis, mais pourquoi tu as tenté de te suicider comme ça?
alors que ton père me dit que tu as des bonnes notes au lycée, que ça va bien, que c'est que ça, bon, que tu as des copains. Il me dit, mon père, il m'emmerde, il veut que je sois comme lui. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est ton père? Il veut que tu sois comme quoi? Ben, mon père, il est homosexuel, il veut que je sois homosexuel comme lui. Ah, c'est ça! Oh, formidable. Attends, laisse, je vais voir ton père. Je dis, monsieur, vous savez pourquoi? Non, je ne sais pas, je vais vous expliquer. Vous pensez, vous ne savez pas, mais votre fils, il dit que vous voulez qu'il soit... Ben oui! Les femmes, c'est épouvantable! Ah, mais si vous aviez voulu qu'il soit homosexuel, mais monsieur, il ne fallait pas s'occuper de lui. Le problème, c'est que vous avez donné tellement d'amour à votre fils, vous l'avez tellement bien construit masculinement qu'il a besoin de ce qui lui manque. C'est pas de sa mère dont il a besoin. Il a besoin du féminin, il est attiré par le féminin. Naturellement attiré par le féminin. C'est tout. Il n'a plus besoin de se suicider. Laissez-le tranquille, lâchez-lui des baskets. C'est pas parce que vous haïssez le féminin. Ce que je peux comprendre, ça, on peut en parler si vous voulez, Julie. Mais laissez votre fils. Il voulait lui imposer. Bon, on peut voir ça dans tous les sens dans notre société. Et où dans notre société, aujourd'hui, si vous passez à la radio, à la télé ou dans tout ça, attention, hein, il y a des mots qu'il ne faut pas prononcer. Hein. Sinon, vous allez vous faire tirer dessus. Ça, c'est clair. Je connais bien. Mais je n'écris pas. Parce que il m'amuse. Il faut les prendre par... on arrive à faire passer des messages. Alors, moi, j'aimerais que tu lises, si tu es d'accord, parce que tu m'avais dit que tu étais d'accord, ce petit passage qui est assez génial de Reza. Tiens, je te passe le micro. Donc, je vous lis ce passage qui fait suite à celui que tu as lu, qui était court, chirurgical, qui te convenait bien. Mais je vais commencer par dire que, vous voyez, vous avez entendu tout à l'heure, il a dit, moi j'étais sûr de moi. Il était sûr de lui. Et c'est pas parce que l'un est sûr de lui que l'autre va être obligé d'obtempérer. Ça, c'est la première chose que j'ai expliquée à mes filles. C'est pas parce qu'il y a le plus mignon de la classe qui veut sortir avec toi que tu es obligé. Voilà, je l'avais réconcilié avec ses copines comme ça. Donc moi, j'avais besoin d'être sûre de lui, puisque moi, j'étais sûre de moi. Voilà. T'as compris? Il était temps. Voilà. Alors, donc, Reza Moradissi, le Normand iranien. Il dit « La littérature amoureuse ». Je ne sais pas pourquoi tu me le fais lire, c'est parce que tu n'aimes pas les romans. Je l'ai lu pour moi. Voilà. La littérature amoureuse symbolise notre quête de l'essentiel, car on y retrouve la connivence entre une transcendance extérieure, c'est-à-dire l'être aimé, quand on l'aime, il nous transcende, et une transcendance intérieure, l'âme de l'amant. Cette transcendance intérieure est d'abord l'expérience d'aimer, à la fois suscitée par l'autre et agissant en moi. Par l'autre, je me découvre aimant. Non, et vous allez comprendre, il l'explique bien. Je me découvre aimant d'un amour qui ne doit rien à ma volonté, mais dont je constate qu'il s'épanouit en moi. J'aime, c'est merveilleux, j'aime. Je flotte, je vole. Je reçois quelque chose de lumineux et de chaleureux qui me grandit et m'éblouit, comme j'ai reçu une vie qui me traverse et dont je ne suis pas l'auteur. D'où vient mon amour? Je ne sais pas, mais à travers cet amour qui me traverse, je me découvre plus beau et plus lumineux, plus vrai et plus profond. L'amour qui me traverse et qui m'est donné me rend plus aimable pour moi-même et me donne une énergie que je ne soupçonnais pas, me rend capable de traverser les mers et les montagnes. Alors, je me souviens un jour d'une jeune fille qui était très amoureuse d'un garçon et elle n'était pas sûre de lui.
Et je lui dis, si vraiment il t'aime, il est capable de traverser l'océan à la nage. Tu vas de l'autre côté et tu dis maintenant traverse. C'est une image, bien sûr. Mais c'est ça. C'est-à-dire que l'amour, c'est une construction qui va demander une réflexion profonde sur soi-même. Ce n'est pas la peine de passer des heures et des années pour savoir qui je suis et qu'est-ce que je cherche en l'autre. Est-ce que je veux que l'autre soit exactement comme moi je veux qu'il soit? Ah, c'est pas la peine. Pas la peine. Et en réalité, ces difficultés de l'amour et de la sexualité dans notre société sont responsables de tout le reste, si vous réfléchissez bien. Les délires de l'alimentation, les délires du pognon, tous ces délires-là sont liés au fait que l'être n'est pas en adéquation avec lui-même. Parce que on est un peu gêné de regarder au fond de soi parfois. Mais il ne s'agit pas de regarder que ce qui ne va pas en une pipe. On a tout ce qu'il faut pour qu'il y ait, que nous trouvions ce qui va bien. Mais là, on a souvent besoin d'être coaché. Et en ce sens, l'association Kiwi, je ne sais pas comment on dit, ça me paraît intéressant. Et le fait que vous soyez si nombreux au début, mais j'ai dit aux organisateurs, mais vous aurez 20 pékins, vous ne serez personne. Je dis, si, il y a de la demande. En réalité, je savais bien qu'il y avait de la demande. Je faisais exprès, donc vous aurez 20 personnes. Parce que je le mesure quand je vois les gens qui m'écrivent ou les gens que je vois en consultation. C'est effrayant. Et maintenant, je consulte presque plus souvent dans des cafés que je ne consulte à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, ils veulent me radier, un peu con. Je suis suspendu de radiation, ça c'est vachement original. Voilà, c'est Madame Marisol, maladie sexuellement transmissible, Marisol. On l'appelle comme ça entre nous. Bon. Mais bon, on l'aime bien au village, pas de problème. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que justement l'être intérieur n'a pas trouvé son équilibre, et c'est vrai que ça demande du temps. Toi, tu m'avais dit que tu avais trouvé ton équilibre à 40 ans. Je trouvais que c'était un peu tard. Non, mais moi, je l'ai trouvé à 60, je te rassure. Oui. Ah oui, tu as dit ça à ta fille récemment, à notre fille récemment. Tu lui as dit, ma fille, tu es arrivée à 40 ans, tu as trouvé la plénitude, tout ça. J'ai vachement aimé. Bon, ouais, je crois qu'elle a compris. Mais elle avait déjà sa plénitude. Elle avait trouvé un bon mari. Le premier, quand elle nous l'a amené, nous, en général, on a dit à nos enfants, vous nous amenez l'élu de votre vie, et puis vous nous donnez 2 jours pour vous dire, t'as mis les bonnes lunettes ou pas. Alors, il y en a où on a dit, t'as mis les bonnes lunettes, et puis d'autres, on a fait un peu attendre. 48 heures. Et puis d'autres, on n'a jamais dit, quoi. Et là, ils ont compris, moi, je m'appelle le vieux con. Si le vieux con n'a pas dit, t'as mis les bonnes lunettes, il y a un souci, quoi. Mais c'est vrai que quand vous lui dites à l'enfant qui a 24, 25, 26, tu as mis les bonnes lunettes, il chiale. Il chiale. Pourquoi? Parce que la relation parent-enfant n'est pas une relation facile. Il n'y a pas de problème. Hein? Nous, on a eu 3 garçons. Pas facile, les oiseaux. Hein? On nous avait dit, celui-là, il va vous emmerder la vie entière. L'inverse. Il a bientôt 40 ans. Il n'a pas emmerdé du tout, celui-là. Par contre, les 2 autres. Les filles aussi. 18 ans. Papa, je vais avoir 18 ans. Une seule fois dans la vie. Je dis oui, 50 aussi, quoi. Alors, elle me dit, papa, est-ce que je pourrais faire une fête à la maison? Je dis oui, écoute, dans le jardin, tout ça, tes frères, ils ont organisé un truc, un petit bistrot. À minuit, faites pas les cons, il y a des voisins, tout ça. Et puis moi, j'étais à Paris, et puis Christine m'appelle, c'était un samedi, et elle me dit, il tombe des cordes à Montpellier, quand il pleut beaucoup à Montpellier, on ne peut pas être dehors. Bon. Je dis, écoute, tu nous mets à la maison, ça ne sent pas le bordel. Bon. Alors moi, j'arrive à minuit, TGV, crevé, épuisé, j'arrive à la maison, le poulailler. Bon alors, je vais prendre la soupe, une petite salade, et puis je lui dis, moi, il se casse quand là? Elle va voir, elle me dit, ils partent en boîte. Quoi? Ils partent en boîte. J'ai dit, mais les garçons sont là, les frères aînés? Elle me dit non.
Je m'en occupe. Alors je vais les voir, ma chérie, 18 ans, une seule fois dans la vie, mon, qu'est-ce qu'ils t'ont offert? Un truc en peluche, que c'est intelligent, je veux des conneries, quoi. Mais c'est toi qui l'as offert, oh là là. Et puis, alors, dites-moi les enfants, c'est tard, c'est 1h du matin, 1h30, il faut aller peut-être sur papa, on part en boîte, me dit notre fille. Elle avait les yeux faits, démoulés, de la tête aux pieds, les mecs. Ils avaient les yeux qui sortaient de la tête. Hein? Ouais, j'en rajoute un peu. Non, non. J'ai dit non. J'ai dit non. Vous partez pas en boîte. T'as l'air fatigué. Et alors, quand je dis niette, c'est niette. Et là, je dis niette. Et là, elle se dit, il a dit niette, c'est foutu. Et elle part dans sa chambre avec 4 pleureuses. Comme les sangsues, elles se mettent sur notre fille, elles pleurent ensemble. Les autres, la queue entre les jambes, c'est le cas de me dire, vous foutez le camp. Ils ont pris leur sac, ils sont partis. Bon, après, il a fallu décoller les sangsues. Bon, et puis après, on va se coucher, et puis je me fais engueuler quand même. Tu te rends compte ce que tu as fait? Tout ça, moi, j'en ai pris plein la gueule, je dis, ok, on dort, on verra demain. Bon, le lendemain, je reviens de l'hôpital vers 1h30. Où elle est? Elle est dans sa chambre, elle n'est pas sortie. Ok, j'y vais. Alors j'y vais sur la porte, il y a une journée de désert, je ne parle à personne. Alors, je tape, réponds pas, je rentre doucement, délicatement, elle était sur son pouce, en position fétale. Et je lui dis, écoute, ma chérie, ta mère m'a engueulé hier. Je crois que j'ai fait une connerie, je pensais l'inverse. Mais je viens pour que tu me pardonnes. Pas question. Bon, alors, je dis, oui, mais si je meurs, demain, je voudrais mourir pardonné. Elle me sort, tu mourras pas. J'ai dit, je suis sauvé. Et 4 ans plus tard, ou 5 ans, elle m'a dit, papa, t'as eu raison. Faut du temps, hein. Ouais, 10 ans, c'était 10 ans. Il y aurait eu des garçons, pas de problème, parce que les mecs, ils avaient l'œil. Je leur ai expliqué qu'à 15 ans, un mec, il n'a pas un sexe dans le pantalon, il a un sexe dans la tête en érection permanente. Bon, voilà. Et ça, les garçons, ils savaient ça. Et on avait expliqué ça aux sœurs, tout ça. Non, c'est pour ça qu'on a de la chance, Dieu soit béni, parce qu'ils ont trouvé de bons conjoints. Maintenant, ça roule. Bon. On a 16 petits-enfants, 8 petits garçons, 8 petites filles, c'est génial. Bon. Non, mais ça veut dire qu'il faut quand même se le peler, tout ça. Il faut se le peler, il faut 2 trous de nez pour sentir les choses, 2 autres trous de nez, 2 oreilles, 2 paires d'yeux. Parce que, 4, oui. L'homme ne voit pas toujours ce que voit la femme. Il y a des choses où elle ne voit pas. Mais nous, on voit. Et inversement. Et c'est, tous les jours, on passait des causes en revue. Hein. Et on s'était rendu compte que ceux qui nous emmerdaient le plus, c'est ceux sur lesquels on passait le plus de temps. Pour essayer de voir quelles étaient les solutions. Voilà, je crois que maintenant, on n'a pas fait l'essentiel de cet après-midi. L'essentiel, c'est vous maintenant. C'est vous maintenant. Parce que ça va être vos questions. Et pourquoi, ça c'est très important de bien comprendre pourquoi il faut que les questions soient anonymes. Parce que nous sommes en public. Bon, et nous sommes en public et vous pouvez avoir des questions que vous n'osez pas poser parce que vous avez raison, nous sommes en public. Par contre, c'est des questions, même si elles ne concernent que vous, elles vont intéresser les autres. Et donc, ce qu'on vous demande, c'est simplement de signer en ne mettant pas votre prénom, parce qu'ici, il n'y a qu'une Mathilde, on est foutu, tout le monde sait qu'il y a Mathilde. Donc, il faut qu'il y ait, je suis un homme ou je suis une femme et votre âge. Si vous ne savez pas, mettez autre. Aux États-Unis, récemment, j'arrive à Chicago, on me dit, vous êtes un homme, une femme ou autre. Je dis, j'ai envie de mettre singe, quoi. Finalement, qu'est-ce que c'est ces conneries? Bon, donc, homme, femme et votre âge. Parce que si vous avez 32 ou 92, évidemment, la même question peut donner une réponse un petit peu différente. Voilà. Alors, lâchez-vous dans les questions, n'hésitez pas. Aucune question n'est pas importante. Toutes les questions sont importantes. Et en plus, nous allons apprendre. Par les questions, vous nous enrichissez. Donc, vous voyez, on est aussi intéressé d'avoir vos questions sur tous les sujets que vous pouvez imaginer et qui touchent à ce titre de conférence, prendre soin de soi, à travers toutes les expériences que nous avons eues. Et puis peut-être tu as des choses à ajouter, des désaccords, tout ça, tu peux y aller. Hein. Moi, je pense que ça serait pas mal de commencer par un point que vous pourriez poser comme question d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un rapport
entre l'équilibre psycho-affectif et la façon de se nourrir. Voilà. Et là, je vais pointer rapidement, après tu pourras continuer d'en parler, mais pointer rapidement plusieurs directions. D'abord, il y a des aliments qui sont depuis longtemps, qui ont été pointés comme posant des problèmes au niveau psychologique. Et le premier, c'est ce qu'on appelle couramment le gluten, c'est-à-dire le pain et tous les produits issus du blé. Il y a depuis longtemps des liens qui ont été faits dans les publications scientifiques psychiatriques entre l'excès, une consommation excessive de pain et de produits à base de blé, qui sont addictifs, et des problèmes type schizophrénie, dépression, etc. Et alors pourquoi addictif? Eh bien, je pointe dans une autre direction, c'est que le pain blanc, c'est du sucre, indice glucidique 100. Or, le sucre est addictif, c'est même, semble-t-il, la drogue la plus forte qui existe à l'heure actuelle. Et donc, vous voyez, il y a des liens, parce que quand vous êtes en détresse affective, vous avez besoin de vous consoler, on vous l'a dit tout à l'heure, donc vous allez aller vers ce qui va vous consoler, c'est le sucre, le sucré. Et on rentre dans un engrenage qui est un petit peu dangereux. Voilà. Donc, ça existe, alors il y a le chocolat, il y a tous les produits laitiers, en commençant par les yaourts et divers autres. Pourquoi? Parce que les produits laitiers, c'est du lactose. Ah, maltose dans les produits céréaliers, lactose dans les produits laitiers, encore du sucre. C'est addictif. Et puis, il y a un troisième volet dans les sucres qu'on ne repère pas, c'est les sucres par excès de cuisson. Quand on cuit trop, on transforme en sucre. D'une part, les glucides complexes, c'est-à-dire tous vos petits légumes et tout ça, si vous les faites trop cuire, ça devient du sucre. Et en passant, vous avez perdu tous les bons nutriments parce qu'ils sont détruits par la cuisson. Les vitamines, les minéraux, les fibres, et tout ce qui est contenu là-dedans, tous les polyphénols, etc. Vitamines, c'est la couleur, les sels minéraux, c'est les goûts. Donc, cette notion du naturel, elle a complètement disparu par excès de cuisson. Et donc, c'est du sucre, et ça ajoute à cette addiction au sucre globale, qui fait que, bon, on n'est pas bien, parce que quand on est en addiction, on n'est pas bien, on ne s'appartient plus. On ne s'appartient plus. Or, dans le domaine affectif aussi, il faut d'abord s'appartenir soi-même. Alors, on va prendre les questions, on va essayer de répondre à tout ce qu'on peut avoir comme question. Qu'est-ce qu'on peut donner à la place du biberon pour une femme de 42 ans? Qu'est-ce qu'on peut donner à la place du biberon, si ce n'est pas conseillé, pour un enfant de 3 ans? Pour sa croissance, peut-on lui enlever toutes les viandes et poissons? À 3 ans, pourquoi lui enlever toutes les viandes et les poissons? Par contre, vous avez dit à la place du biberon. Qu'est-ce qu'on met dans un biberon? C'est du lait. Voilà. Alors, est-ce que le lait, je vais formuler ça différemment, est-ce que le lait, qui est un produit animal, est indispensable pour la croissance de l'enfant? C'est ce qu'on nous fait croire, on dit qu'il lui faut du calcium pour grandir. Le calcium que nous assimilons le mieux, c'est le calcium des végétaux, qu'on assimile à 75%. 75% du calcium des végétaux, nous l'assimilons. Alors que le calcium animal, on ne l'assimile pas à plus de 20-25%, et dans la mesure où on mange des végétaux avec. Pourquoi? Il y a des tas de raisons, mais il suffit d'observer les vaches dans un pré, qu'est-ce qu'elles mangent? Elles ne mangent pas du lait ou du fromage, elles mangent de l'herbe. Et avec cette herbe, elles construisent une ossature énorme, et elles construisent une vie de santé. Par contre, si elles mangent mal, si on leur donne des farines, etc., enfermées dans des fermes, eh bien, elles ne vivent pas longtemps, elles sont vite abattues et on nous les fait manger. Voilà. Donc, le biberon à 3 ans, 3 ans le biberon, il a des dents. Dès que l'enfant a des dents, il est capable de mastiquer
et il va s'acheminer vers la nourriture normale d'une personne armée de dents, d'une bouche, de la salive. La première étape de la digestion indispensable, ce sont les dents et la salive. Et il faut noter que le bébé a une morphologie buccale un peu différente, parce qu'il tète. Il tète, il aspire et en même temps il a les papilles sur les lèvres. Il goûte avec ses lèvres. Mais après, ça disparaît. Nos papilles, elles sont bien sur la langue et dans le palais, les papilles, pour goûter et pour stimuler la sécrétion salivaire. Or, la salive, elle est indispensable à la digestion. Si vous avez des problèmes digestifs, ésophage, estomac, intestin, eh bien regardez à la mastication. Essayez de mastiquer 30-35 fois, longuement, transformez votre bouchée alimentaire. Même si c'est liquide, il faut faire tourner. Parce que la salive est indispensable pour faire descendre, mais aussi elle contient des enzymes et elle est équilibrante de l'acidité. Donc, mastiquer, saliver, ça va descendre tranquillement par l'ésophage, qui n'est pas fait pour avaler des morceaux, je le rappelle. C'est un tube plat et souple. Et vous n'aurez pas de problème à l'estomac, de digestion, de sécrétion d'acide gastrique. Et vous n'aurez pas de problème intestinaux et de flore intestinale. Alors on va essayer un peu de varier, parce qu'il y a beaucoup de questions sur l'alimentation, il y en a beaucoup sur l'affectivité aussi, sexualité. Alors une qui dépend de l'alimentation, mais qui est de nature qu'on voit assez souvent dans notre société. Bon, femmes jeunes, disons moins de 30, comment se sentir bien dans son corps quand on se trouve grosse et que tout le monde vous dit que ce n'est pas le cas. Alors, ce qui est intéressant dans cette expression, dans cette phrase, c'est que ça peut être les idées en boucle. Et les idées en boucle, tout le monde lui dit en boucle, mais non tu l'es pas, mais non tu l'es pas, parce qu'elle dit je suis. Donc je suis, elle entend tu es pas, je suis, tu es pas, je suis, tu es pas. Bon, il faut sortir de ce cercle vicieux qui est l'enfer infernal. Bon, infernal à un point tel que, bon, elle peut se dire, bon, ben jamais, puisque je me plais pas, je ne peux pas plaire. Puisque je ne me plais pas, je ne peux pas plaire. Bon. Et à partir de ce moment-là, c'est l'enfer dans la tête, quoi. Bon. Donc, moi, je dirais que dans des cas comme cela, il ne faut pas avoir peur d'avoir une activité physique, sportive, quelle qu'elle soit, celle qui vous plaît, et que, autant que possible, la faire avec d'autres avec lesquels on va être bien. Et on n'est pas là pour mesurer sans arrêt la taille de ceci ou de cela dans son corps, quoi. Bon. Essayez de sortir de cette idée qui est un peu, on la sent comme un peu obsessionnelle, quoi. Non, je ne me plais pas, je suis comme ça. Non. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux, pourquoi? Parce que elle a 25 ans, mais si elle laisse faire, à 30 ans, 40, etc. Tu veux ajouter un truc? Oui, je voudrais juste dire que quand on ne se plaît pas, eh bien peut-être qu'il faut qu'on essaie de changer notre façon de nous habiller, notre façon de nous coiffer, voilà. Hein. Le sentiment de l'imperfection, il faut voir ce qu'on peut tirer de notre physique. On a un physique qui est plus ou moins idéal. Ben, il faut essayer de trouver un équilibre et d'arriver à se plaire. Et ce que je trouvais intéressant parce que vous les voyez, vous êtes complètement bombardés, mais nous aussi, hein, on a la même chose là devant nous. Et vous avez un spot dans le Kiwi, ben voilà, oui, vous avez conseil de séduction. J'ai vu passer quelque chose sur l'image, apprendre à gérer sa propre image. Et c'est important. Il suffit qu'on ait eu un contexte un peu délicat à ce niveau quand on était enfant, ou une expérience d'un ami qui vous dévalorise pour se revaloriser lui-même, ça arrive hein, dans les couples, pour qu'on n'ait plus confiance en soi du tout. Et ça se travaille, et ça se guérit. Femme de 40 ans, quelle autre boisson que le vin conseillez-vous pour le cœur? Alors, il m'arrive de prescrire du bon vin, y compris à des personnes qui ont une spiritualité musulmane et qui disent dans le Coran c'est interdit. C'est pas si interdit que ça, parce que moi le Coran je l'ai lu de A à Z et je l'ai annoté, en français bien sûr. Au paradis d'Allah il y aura des fleuves de miel, de vin et de lait. Bon. Et quand
quand j'en ai parlé avec des personnes très compétentes dans le domaine, qui sont d'origine musulmane, ils disent bien que ça peut être prescrit comme un médicament. Vous n'êtes pas bien, un petit verre de vin, ça ne peut pas vous faire de mal. Hein. Au niveau psychologique, ce n'est pas simplement la partie alcool, mais il y a aussi des éléments qui sont antioxydants, etc. Alors, autre chose, hein. Oui, bien sûr, petite quantité. Mais autre chose, sinon, c'est l'extracteur de jus. Des jus de fruits frais, de saison. Mais ce n'est pas du joker, ce n'est pas les trucs de supermarché. Hein. Mais à ce moment-là, si vous faites du jus d'orange, c'est une absurdité le jus d'orange. C'est l'orange qu'il faut manger. Parce que vous avez le jus et vous avez la fibre. Quoi? Les deux. Toi, tu prends les deux. Ouais, d'accord. Bon, d'accord. Mais moi, je prends qu'un. Je prends le jus d'orange et l'orange. Terminé. Je n'ai pas le temps de... Mais très bien, d'accord. Mais par exemple, les gens qui vont subir des chimiothérapies, des choses comme ça, moi je prescris beaucoup des jus du fruits et légumes frais de saison, mélangés selon vos goûts. La carotte et le kiwi, je ne sais pas quoi, peu importe. Hein. Oui, c'est un jeûne aux fruits frais de saison. Question suivante, 52 ans. Comment se libérer de mes angoisses? 52 ans, comment me libérer de ces angoisses? C'est vrai qu'on peut se dire, il reste encore la moitié de la vie. Il est temps, quoi. Bon. Le problème, c'est qu'il y a écrit crise. Il y a des crises, des moments d'angoisse. Bon. Il faut aller chercher les causes. Vous ne pouvez pas vous libérer de quelque chose si vous ne savez pas de quoi vous libérer. Ce n'est pas simplement l'angoisse, n'est que le symptôme. C'est que la conséquence de la cause qui est à l'intérieur. Alors cette cause, est-ce que c'est maman? Est-ce que c'est papa? Est-ce que c'est grand-père? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un amour rompu? J'en sais rien. Il faut aller chercher la cause et l'analyser. Pourquoi ai-je tant d'angoisse, tant de crise d'angoisse? D'où ça vient? C'est là que vous avez des bons psys. Il y a des bons psys. Il y a des mauvais aussi qui vont vous enfermer, vous pomper 50 €, 60 € toutes les 3 semaines. Bon. Et c'est pour ça que souvent, on dit allez en voir 3, hein, et choisissez un des 3, celui que vous sentez qui vous fait du bien. Mais ce n'est pas uniquement de passer 1 heure sur un divan à raconter sa vie, tandis que l'autre dort. C'est aussi d'essayer d'aller chercher les épines. Et ça, évidemment, il n'y a que vous qui pouvez les trouver, mais vous pouvez être aidé. Il y a des gens qui peuvent faire ça très bien, qui peuvent vous aider à les trouver. Alors, ça peut être votre conjoint, encore que c'est peut-être pas le mieux placé pour ça. Hein. Comment se libérer de la dépendance affective et amoureuse? Comment se libérer de la dépendance affective? Ce n'est pas une mauvaise dépendance. Bon, sauf si ça devient une addiction absolue. Bon, quand une maman est totalement dépendante de l'affection de son petit au point qu'elle quitte son mari, ça arrive ça, hein, ou elle se fait faire un enfant, elle a un enfant, là ça y est, elle a son poupon, et puis le mari n'existe plus, quoi. Et ça, il faut faire très attention. Il y a des femmes comme ça qui ne s'en rendent pas compte parce qu'elles ont l'impression que leur devoir est dans l'affectivité, apporter au bébé, le lait à donner, etc. Le mari n'existe plus. Et lui, il le sent bien, hein. Qu'est-ce que tu dis? Oui. Oui, alors tu voulais dire, toi, quoi, comment se libérer de la dépendance affective et amoureuse? T'es dépendante, toi? En es-tu bien sûr? C'est pas facile à répondre, ça dépend du contexte et on ne peut pas répondre comme ça. Comment se libérer? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de se libérer de la dépendance affective et amoureuse, de la relation, de certaines façons ou réveiller l'autre parce que parfois il ne voit pas certaines choses ou certains traits de caractère, je ne sais pas, c'est compliqué. 30 ans, femme, comment trouver sa voie professionnelle? Ben, moi, la première chose que je poserai, c'est qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît dans la vie? Qu'est-ce qui vous plaît? On va me répondre, rien ne me plaît. Bon, je sais pas moi, qu'est-ce qui vous plaît? Alors je vais essayer de quitter un peu. Est-ce que ce qui vous plaît, c'est la nature? On va essayer d'être assez simple au départ. Est-ce que ce qui vous plaît, c'est d'aller au cinéma régulièrement? Qu'est-ce que c'est qui vous attire, qui vous donne envie de vivre? Voilà. Bon, aider la personne à voir en elle qu'est-ce qu'elle a qui va peut-être l'aider à trouver sa voie professionnelle. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que je vois beaucoup d'anciennes infirmières ou de personnes qui étaient dans le domaine de la santé qui partent sur la naturopathie, qui partent sur une médecine ou des diététiciennes, qui ont été formées par Danone, la Danone thérapie. Vous voyez ce que je veux dire?
Elles ont parfaitement compris pourquoi elles ont été formées par les écoles de diététique, et elles s'installent, elles s'autonomisent parce qu'elles ont compris qu'au fond, tous les conseils qu'on leur a donnés pendant leurs études, c'était destiné à vendre du produit, quoi, et à être des vecteurs de la vente de ces publicités. Une question qui rejoint, qui est intéressante, une femme de 30 ans, comment aider ses proches qui n'ont pas encore tout compris et qui restent assez persuadés que le progrès et les modes de vie sont les meilleurs. Et elle ajoute, je voulais commencer par l'alimentation, mais je n'y arrive pas trop. Alors ça, on le voit assez souvent, ce genre de questionnement. Ça, c'est une femme qui essaye de faire passer à son mari un truc qu'il n'admet pas. Donc, cuit-vapeur, ça m'emmerde. Je préfère plus cuit. Je préfère un gros steak. J'en ai marre de ceci, j'en ai marre de cela. Alors, là, c'est sûr que si vous imposez trop les choses, il va vous envoyer péter. Donc là, il faut de la finesse. Et vous, les femmes, vous avez beaucoup plus de finesse que nous pour ça. Pour savoir par où il faut prendre le monsieur. Parfois, c'est pas du tout par là où vous l'imaginez. Pas du tout. Mais lui, il le sait. Mais il n'ose pas le dire. Parce qu'il sait bien que c'est pas que par la bouffe. Vous voyez? Mais donc, ça veut dire que il faut arriver au but, mais ne pas se fixer un temps. Si vous dites qu'il faut que le mois prochain, ça y est, je l'ai converti à ce système-là, vous n'y arriverez pas. Il faut y aller mollo pendant les vacances. Ça peut aider quand on va au resto, quand on choisit ceci, quand on choisit cela. Voilà. Lui, il va prendre la côtelette de 250 grammes, d'accord? Bon. Après, il ronfle, quoi. Vous voyez? Donc, tu voulais ajouter quelque chose dessus? Bon, c'est vrai que c'est une affaire de pédagogie. Et on le voit bien avec les enfants déjà. Les enfants, la pédagogie pour les enfants, vous savez où elle commence? Elle commence in utero. C'est-à-dire que l'enfant dont la maman, pendant la grossesse, a mangé beaucoup de salades, de crudités, de cuissons vapeur douce, d'aliments très sains, sans excès de produits laitiers, de gluten, etc., et bien, il va naturellement être attiré par tout ce qui est fruits, légumes, voilà. Et nous le voyons très bien ça chez nos petits-enfants. C'est manifeste. Ils se régalent de légumes. Il faut les voir piquer un brocoli et l'enfourner. Et même certains manger de l'oignon cru comme ça, avec délice. C'est rigolo quand même. Nous, on ne faisait pas ça petit. Donc, il faut avoir conscience que les habitudes nutritionnelles, elles sont extrêmement affectives et ancrées dans l'enfance et même avant l'enfance. Donc quand vous avez monsieur en face de vous qui se régale avec son steak et ses frites, hein, alors, moi, ce que je conseille, c'est de le laisser permis au restaurant. Voilà. Déjà, ça limite les dégâts. Et puis à la maison, il faut aller doucement. Changer de mode de cuisson, c'est un peu traumatisant. Nous l'avons vécu. On est passé, pourtant déjà, on mangeait beaucoup de crudités, beaucoup de légumes, de fruits, etc. Mais le jour où j'ai cuit le poulet à la vapeur douce, eh ben, j'ai compris qu'il fallait que je le passe légèrement au gris pour que la peau ait un petit peu de doré et de craquant. Mais au bout d'un certain temps, j'ai plus eu besoin de le faire. Et ils mangeaient la peau du poulet avec le poulet, sans aucun problème. Tous. Voilà. Et pour les frites, eh ben, j'ai cuit mes pommes de terre à la vapeur, oui, mais après je les mettais tout doucement à rissoler avec un peu d'huile d'olive. C'est tellement bon. Homme de 54 ans, combien de temps faut-il pour régénérer le foie? Une année. Vous refaites votre foie tous les ans, si vous ne l'intoxiquez pas avec alcool, drogue, tout ce que vous voulez. Donc vous avez 50 ans, vous avez refait votre foie 50 fois. On vous opère, on vous enlève une partie du foie pour quelles qu'en soient les raisons. Le reste du foie va régénérer. Et en fonction de ce qui reste en quantité, s'il ne reste que 20% du foie, les 80 autres pourcents vont mettre grosso modo une année pour se refaire complètement. Si par contre on vous enlève que la moitié, il faudra 6 mois pour que les 50 autres pourcents se régénèrent. Mais c'est vrai que la fonction de régénération du foie, j'ai fait beaucoup de travaux là-dessus en chirurgie hépatique, est absolument fabuleuse, mais déjà Prométhée, qui était sur le Caucase et qui voulait voler le feu à Zeus, il a été puni. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Et là, on a eu déjà la notion de la régénération du foie, c'est que l'aigle venait la nuit dévorer son foie, tandis qu'il régénérait le jour où on verse bon, je ne sais plus dans quel sens c'est. Bon, et c'est comme ça qu'on a compris déjà ou imaginé que le foie était capable de régénérer. Deuxième question qui touche à la nutrition, c'est une femme de 37 ans, y a-t-il des aliments qui limitent le risque de cancer et y a-t-il des aliments qui permettent la prévention? Oui, certainement. Maintenant, attention, ce n'est pas simplement une recette. Vous mangez ça, vous n'en ferez pas. Vous comprenez? C'est un peu comme le fumeur qui vous dit, moi, j'ai une alimentation parfaite, beaucoup de végétaux, tout ça, j'ai quand même attrapé un cancer. Oui, mais alors, il faut regarder la génétique, il faut voir qu'il a changé ses habitudes alimentaires il y a simplement 2 ans ou 4 ans, alors qu'il a eu de mauvaises habitudes alimentaires pendant très longtemps. Donc, je dirais que ce qui est à retenir dans tout ça, c'est 80% de végétaux et 20% de produits animaux. 80 de végétal, 20% d'animal. Mais le végétal le plus naturel possible, le plus bio possible. Et là, au passage, j'en profite pour féliciter les organisateurs et tous ceux de Biocop, je crois que ça s'appelle comme ça, qui sont venus ici pour vous offrir un goûter tout à l'heure. Ça, c'est très important. Les produits bio, il ne faut pas aller les chercher en Chine, il faut aller chercher ce qu'ils font d'ailleurs, dans la proximité au plus près de soi. Et c'est sûr que dans ces produits, vous avez moins de saloperies que dans les produits des agricultures productivistes. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, vous savez, moi, on m'a posé la question récemment, parce que je prends de temps en temps de la gelée royale, des petites cures de gelée royale. Et je dis que la gelée royale, il ne faut pas en prendre si on a eu un cancer. Alors, on vous dit, mais vous prenez la gelée royale, est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas un cancer? Réponse non. Il peut y avoir des cellules cancéreuses dans mon corps, et j'en ai certainement, mais je ne tiens pas à ce que se réveille. Bon. Pour ça, je fais attention. Ah, je fais attention à quoi? Ben, je fais attention à la façon dont je mange. Je mange beaucoup plus de produits végétaux. Allez, moi, tout à l'heure au restaurant, je demandais un fruit. Bon. Et dans les restaurants, soit vous avez une salade de fruits, c'est des compotes qui valent que dalle, soit vous avez un fruit frais. Moi, je veux une pomme, je veux une poire. Bon. Il y en a qu'un an, il y en a qu'un an pas, mais il faudra qu'ils s'y mettent. Maintenant, on voit des fruits au petit déjeuner. Bon. Les fruits, il faut en manger 4 à 6 par jour. 4 à 6 par jour, frais de saison. Les gosses, ils mangent des fruits, et pas des Kellogg's de merde ou des compotes. Une dame qui me disait, ah docteur, moi je fais une petite pomme au four à mon mari 3 fois par semaine, il adore ça. Je dis, vous serez veuve avant tout le monde. Elle fusille la pomme. La compote, c'est aberrant. La compote, comme le yaourt, je le prescris la veille du départ dans l'au-delà. Parce que vous n'avez plus de dents, vous êtes crevé, épuisé, donc j'ose pas vous dire qui c'est qui a posé la question, qui c'est qui a pris un yaourt ce matin, quoi. Bon. Mais le jour où elle m'offre un yaourt, je sais que le lendemain je me casse, donc c'est pas de... Est-ce que c'est vrai que le four à micro-ondes est dangereux pour la santé? Réponse oui, à la longue, parce qu'il vous modifie les molécules dans un sens qui n'est pas un bon sens pour notre santé. Alors c'est pas le fait que vous ayez utilisé le micro-ondes ce matin qui est dangereux, c'est le fait de l'utiliser. Donc micro-ondes sur l'armoire ou encore mieux à la poubelle. Quels sont ses effets? Son utilisation régulière, bon, à mon avis, il faut le virer. La maladie auto-immune, maladie de Berger, oui, ça c'est une maladie qui donne des insuffisances rénales. Il faut supprimer le pain. Et ça, Berger, qui est un prof qui est plus de ce monde, mais quand il a découvert la maladie, il ne savait pas que les pathologies rénales, les néphropathies, sont très souvent liées au mauvais pain. Or, à Lyon, Montpellier, partout en France, nous avons du mauvais pain, du vocodal. C'est pour ça qu'il y a tant d'intolérance au gluten. Il n'y a pas trop d'allergies, ça c'est 1% de la population. Mais les intolérances au gluten, il y en a beaucoup parce que le pain aujourd'hui vaut que dalle. C'est du pain de Monsanto, des grands semenciers. Alors je vous rassure, le pain va revenir. Nous l'avons trouvé. Si vous allez dans le sud, vous allez à Cucugnan, hein, il y a un moulin, il y a un paysan qui fait pousser des graines anciennes de semences de blé ancien, il y a une farine fabuleuse, il a un moulin à meule de pierre, il a un pain extraordinaire. Bon, quand vous l'avez dans le palais des Salins, vous le gardez. Quand vous avez du pain que vous prenez au restaurant ou ailleurs, un, deux, trois, hein, au restaurant, au début, c'est vrai, au début quand on a changé, vous savez, au restaurant, vous avez la corbeille de pain. Bon, vous avez faim, vous avez commandé, mais il y a la corbeille de pain, le beurre. Alors, elle prenait la corbeille, elle la foutait sur le côté. Pour moi, ça m'énerve. Parce que ça veut dire que je ne suis pas capable, moi, de gérer la corbeille de pain. Oui, au début, je n'étais pas capable. Mais en faisant ça, elle m'énervait, donc je reprenais la corbeille, pour l'emmerder, je prenais. Maintenant, elle n'y touche plus. Ouais, j'ai compris, mais il ne faut pas m'énerver comme ça.
Bon, donc, ça aussi, c'est un point important, le problème du pain. Micro-ondes, on l'a dit, maladie auto-immune. Alors, la goutte, 47 ans, 57 ans. Qu'est-ce que c'est, sa question? Ah, ajouter une question. Alors, le problème de la goutte, c'est l'acide urique qu'il y a dans le sang, à trop grande quantité, et qui va vous esquinter vos articulations. Voilà. Et ça, la seule solution, c'est de virer les viandes rouges, c'est de virer les produits laitiers, de virer tout ce qui va vous apporter de l'acide urique, donc des produits animaux, et puis de boire des boissons alcalinisantes, Vichy, par exemple. L'eau de Vichy, la badoie, etc., qui va vous... Et puis, plus on avance en âge, et moins on boit. Parce que le monsieur, c'est sa prostate, madame, il y a des fuites, etc. Bon, donc, on boit moins, et quand on se déshydrate la peau, on se déshydrate le citron. Et à ce moment-là, on déprime. À ce moment-là, on perd la mémoire. Et ce qu'on ne dit pas suffisamment dans les trucs comme l'Alzheimer et le Parkinson, c'est que les gens s'alimentent mal parce qu'ils sont stressés. Vous allez chez le médecin, parce que votre femme a remarqué que de temps en temps, vous ne savez pas où vous avez mis vos lunettes. Banal. Bon. Donc on vous amène chez le neurologue. 4 x 12. Vous ne savez pas répondre. Alors, il vous dit celui-là, candidat Alzheimer. Bon. Il faut la trouille, vous rentrez chez vous, votre femme se dit mon mari a Alzheimer, je vais être veuve, ou on est le compte en banque, etc. Bon. Voilà. La thyroïde se soigne par l'alimentation. Oui, la thyroïde se soigne par l'alimentation. Virez le soja. Virez le soja. Oui. Pourquoi? Parce que le soja, sauf si vous êtes asiatique, vous vivez en Asie. On est allé là-bas, Shanghai, Japon, tout ça. Ils font cuire le soja des heures. Et au bout de 2 ou 3 heures, ils virent la flotte dans laquelle vous avez les facteurs de croissance et les phytohormones. Tandis que nous, c'est le soja qui est cuit, qui est conservé à UHT, ultra haute température. Et ultra haute température, c'est comme le lait d'aujourd'hui. Vous ne détruisez pas les facteurs de croissance, donc vous les mangez. Et on voit des récidives de cancer du sein. Et chez l'homme, on vous dit prenez-en, parce que c'est phytoestrogène. Pas du tout. L'homme, il a des hormones pour que les enzymes aillent dans le sens phytotestostérone. Donc vous augmentez la fabrication de testostérone, donc risque de cancer prostatique. Le soja, chez nous, en Europe, aux États-Unis, c'est non. Par contre, vous n'avez pas de danger si vous êtes en Asie. Les produits laitiers de vache, mais bien sûr, on n'est pas des veaux. On a déjà dit avec la prostate tout à l'heure. Hein? Comment retrouver la sensation de faim sans être dans une frustration? Alors déjà, en supprimant tous les produits sucrés, tout ce qui est trop cuit. Quand on veut avoir faim, il faut changer les habitudes de cuisson et changer les aliments qui sont des sucres. Je vous les ai déjà énumérés tout à l'heure, hein, tous les produits laitiers, tout le gluten. Et par contre, dès que vous avez faim, mangez un fruit. Mangez quelques fruits secs et gardez-les longtemps dans la bouche. Plus vous garderez longtemps en bouche, plus vous éviterez la frustration. Bon, la frustration, elle vient du fait que ce que vous mangez, vous ne le gardez pas suffisamment en bouche et ça descend. Plus le fait que c'est du sucre. Le sucre appelle le sucre. Voilà. Donc ça, c'est très important. Plus vous mangerez de crudités et à volonté, vous pouvez en manger sans problème et vous verrez que ça se passera bien. Quel conseil nutritionnel pour la sclérose en plaques? Supprimez tous les produits laitiers, tout ce qui est gluten, pain, pizza, pâtes, viennoiseries, biscuits. Vous virez tout ça à cause de la porosité intestinale. Quand vous avez l'intestin qui est poreux, vous avez des saloperies qui passent à travers la porosité. Et ces saloperies qui passent, qui devraient être dans les déchets, ne sont pas dans les déchets, elles vont se mettre sur votre système nerveux. Et on sait maintenant que le calcium animal en excès, il est absorbé normalement par notre digestif à pas plus de 25%. Le calcium végétal, les amandes, les noisettes, les noix, les pommes, les pois, tous les végétaux, absorbés jusqu'à 75%. Bon calcium. Bon calcium. Et le calcium animal, quand on en prend trop, il va sur les articulations, comme ça arthrose. Les orthopédistes, ils sont ravis. Moi, ils me disent, tu emmerdes avec ton truc, laisse-les. On change prothèse de hanche droite, prothèse de hanche gauche, prothèse de genou, on se fait les bonbons en or. Mais bien sûr, je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir. Et qu'est-ce qu'on vient de démontrer récemment? Pas moi, mais des équipes anglo-saxonnes ont montré que le calcium en excès passe la barrière dite hémato-encéphalique, c'est-à-dire va jusqu'au cerveau, et le calcium en excès est un interrupteur de la fibre nerveuse. Magnifique. Interrupteur.
l'interrupteur. J'appuie sur le bouton, ça passe pas. Imaginez, je décide de prendre mon stylo. J'ai pas fini de le dire que je l'ai dans la main. Je décide de prendre mon stylo, ma main droite ne bouge pas. Oh, ma main droite ne bouge pas. Il y a une interruption. Ça, c'est le début parfois d'une sclérose en plaques, d'une dame qui m'a raconté, tout d'un coup, ma jambe n'obéit plus. Ma jambe n'obéit plus. Je décide, ça n'obéit pas. Ça veut dire qu'il y a des plaques nerveuses qui sont avec rupture de l'influx nerveux, parce qu'il n'y a pas suffisamment la myéline qui est autour de la fibre nerveuse de l'axone. Nous avons des neurones qui mesurent 1 mètre. Vous avez des neurones qui démarrent ici dans le centre du cerveau. Vous savez jusqu'où ils vont? Jusqu'au trou de balle. Trou de balle. Qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, ils vous disent, attention, il y a un gaz qui arrive. D'accord? Vous suivez? Attention, c'est liquide, pêchons-le. Qui c'est qui le sait? C'est là. Parce qu'il y a un neurone qui s'est jusqu'en bas. C'est vachement intéressant. Bon. Alors, quel conseil nutritionnel pour la sclérose en plaques? Bon, alors, tous les produits de la ruche sont bons pour la sclérose en plaques. La gelée royale, le miel de qualité, évidemment, la propolis comme stimulant d'immunité, tout ça est très important. Plus, pas d'antidépresseurs, pas d'anxiolytiques, pas de somnifères. Bientôt, je pense que d'ici septembre, nous aurons des petits patchs qu'on mettra là, de valentonine, l'hormone du sommeil dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, alors il y a quelqu'un qui pose la question sur la sérotonine aussi. Pardon. Oui, le gluten, si, j'ai dit pain, pizza, pâte, viennoiserie, il faut l'enlever, c'est ça. Gluten, mauvais gluten. Sauf si vous allez à Cucugnan, et là vous achetez du. Et le mode de cuisson, oui, tu as raison, ça c'est sûr que le mode de cuisson est très important. Alors, suis-je obligé de remplir? Non, vous n'êtes pas obligé de remplir le questionnaire. Bon, d'ailleurs, vous ne l'avez pas rempli. Alors, l'humour est souvent une façon de contourner de quoi? Ses sentiments, contrairement à donner son amour tout simplement. Pourquoi? Ben, l'humour c'est prendre de la distance par rapport à quelque chose que l'on vous dit ou à quelque chose qui risquerait de vous toucher. Vous voyez. Moi, quand quelqu'un veut me faire du mal, mais ça arrive, hein. Je suis assez habitué. Je suis assez habitué, journaliste en particulier. Je cherche des puces. Je leur retourne sur eux. C'est eux qui sont emmerdés. Voilà. Après, même, il faut s'excuser. Il faut s'excuser. Non, l'autre ne vous veut pas du mal a priori. Il cherche à vous coincer. Voilà. Voilà. Donc, par exemple, il y en a, il cherche à me coincer en me disant, bon, je vais dire tel que ça se passe. Vous êtes catholique? J'ai quoi vous dites ça? J'ai l'impression que vous êtes catholique. Je dis non. Je suis universel. Je ne suis pas orgueilleux, c'est universel. Et dans ma tête, je dis connard, ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose. Vous voyez? Bon. Ou alors, on me dit, par exemple, qu'est-ce que vous pensez de l'islam? Ah, fabuleux. Le soufisme. Et souvent, ils me disent, c'est quoi? C'est des ignorants, ils ne savent rien. Alors, je vais t'expliquer. On ne peut pas leur dire, ça vous gardez dans votre tête. Vous gardez dans votre tête, ce mec ne sait rien. Je dis, mais je vais t'expliquer. Lis une lettre qu'Abdelkader t'a envoyée. Abdelkader, il est mort. Ouais, mais il t'a écrit. Il m'a écrit. Ouais, en 1855. Oh putain, c'est loin. Ouais, d'accord. Mais il t'a écrit en 1855 lettre aux Français. Et en plus, il a donné cette lettre, il savait parfaitement ce qu'il faisait le jour de la Pentecôte. Mais lis cette lettre. Elle m'a offert cette lettre. Je dis, mais tu savais que tu avais écrit? Elle m'a dit, ma grand-mère, elle est pieds noirs. Ma grand-mère, on l'avait dit, tout ça. Bon. J'ai lu cette lettre, fabuleux, mais j'ai appris beaucoup de choses. J'ai lu, j'ai relu, maintenant je donne des conférences sur Abdelkader, tellement ce type, il me fascine. Bon. Il y a comme ça des choses qu'on ne sait pas. Je constate que beaucoup de gens plongent à pieds joints dans les théories de la bonne nutrition jusqu'à en faire de l'intégrisme. Ça, c'est vrai. Je les appelle les talibans du végétal. Alors, une fois, j'avais dit comme ça en conférence que les végétaliens, il y a les végétaliens et les tariens. Les taliens, ce sont les talibans du végétal. C'est pas question de prendre du miel, parce que c'est une abeille, c'est un animal. Par exemple, de prendre un œuf, du fromage, etc. Alors, j'avais dit que c'est les emmerdeurs. Et un jour, je reçois une lettre à mon domicile. Je n'avais pas ouvert la lettre, mais derrière, il y avait écrit l'emmerdeuse. Alors, je dirais que ça vaut le coup d'ouvrir, quoi.
J'ai ouvert et elle me disait qu'elle était végétalienne et qu'elle allait très bien. Il y avait son téléphone, je l'ai appelé. Je lui ai dit, depuis quand vous êtes végétalienne? Ça fait 6 mois. Ben, j'ai dit, c'est normal que vous soyez si bien. Parce que vous avez des réserves. À partir du moment où vous allez passer une année, vous allez perdre vos réserves, en particulier en cholestérol, votre libido elle va plonger, si vous voulez faire un bébé, vous ne pouvez pas le faire, etc. Vous allez emmerder tout le monde. Et en plus, vous allez mourir avant tout le monde. Ah bon? Donc, il faut avoir une orientation végétarienne, ça c'est vrai, mais pas être un taliban du végétal. Et c'est vrai que parfois vous avez des jeunes qui ont totalement changé radicalement d'habitude alimentaire et qui vont emmerder une famille entière. Alors,